Bonjour à tous, nouvelle vidéo, petite vidéo euh, qui va vous expliquer quelles sont les étapes à réaliser pour effectuer la mise en œuvre, le réglage d'une MOCN. Donc un tour ou une fraiseuse à commande numérique, quel que soit son nombre d'axes, quel que soit le modèle, la marque, tout ce que je vais vous dire ici, vous allez le retrouver sur toutes les machines. C'est juste après la méthode pour chaque machine qui sera différente. Mais j'ai appelé ça checklist parce que c'est un peu à la manière d'un pilote d'avion qui, avant de décoller, fait l'inventaire de plein de points, de plein de vérifications. Nous, c'est pareil sur une machine à commande numérique. Donc il y a plein d'étapes à réaliser pour régler la machine et on va voir de quoi il en ressort. Alors l'objectif, je vous dis, que faut-il réaliser ou vérifier quand on veut stabiliser, régler une machine-outil à commande numérique, tour ou fraiseuse. Donc, je vous ai mis en introduction, je mets des petits flashs, là, les petits icônes. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour chacune des étapes, je dis que des fois, l'inversion est possible. C'est-à-dire que là, dans l'exemple que je vais vous montrer, je les ai mis dans un certain ordre, mais certains, parce que j'ai été obligé de les mettre dans un ordre, hein, numéro 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais il y en a certaines qu'on peut faire avant d'autres. C'est pas obligatoire de suivre l'ordre que je vous ai donné. Il y en a d'autres, on est obligé, mais certaines non. Donc des fois, l'inversion est possible. Ensuite, il y a des étapes qui ne sont pas forcément obligatoires. Il faudra juste bien s'assurer de voir si ça a été fait ou pas. Je donne l'exemple, si la machine est déjà en marche, c'est pas la peine de la redémarrer. D'accord? Donc il y a des étapes, quand je mets si nécessaire, en général, c'est parce que si elles sont déjà faites et déjà en mémoire dans la machine, c'est pas la peine de le refaire. On verra lesquels. Et enfin, pas obligatoire, donc il y en a que moi je conseille fortement de faire, surtout quand vous êtes en apprentissage. Donc c'est des étapes qui ne sont pas obligatoires, mais qui vont vous aider à mieux préparer l'usinage, à éviter de faire des erreurs et surtout éviter des accidents, des collisions. Voilà. Alors on y va, on descend. Première étape pour la mise en œuvre d'une machine, bien entendu, c'est sa mise en marche. Donc ici vous avez une machine qui est en photo, c'est un spinner 630. Toutes les machines possèdent un interrupteur général. Cet interrupteur général va couper l'arrivée d'électricité, tout simplement. Donc ça c'est si nécessaire, hein. Si vous arrivez sur la machine et qu'elle est déjà en route, c'est pas forcément la peine de le faire. Et puis deuxième chose à mettre en route sur la machine, ce qu'on appelle la puissance. Donc là on va mettre sous tension les axes, on va mettre sous tension les systèmes hydrauliques s'il y en a, on va mettre en puissance l'air comprimé, voilà, tout ça. Et ça, on en a besoin pour, par exemple, pour bouger les axes, pour faire certaines manipulations. Et bien entendu, pour usiner. Petite précision, quand vous quittez une machine pour 2 heures, si vous faites une pause, c'est toujours bien de couper la puissance, justement. Ça n'enlève rien, ça n'efface rien dans la mémoire de la machine. Ça évite juste que justement tous les fluides ne soient pas sous pression. Je pense à l'air comprimé. La plupart des machines utilisent l'air comprimé. Quand on met la puissance en route, on met le système d'air comprimé, tout le système de la machine sous pression, en fonctionnement. Et du coup, si on coupe la puissance, ça coupe ces systèmes-là. Voilà. Donc, interrupteur général dans un premier temps, puissance dans l'autre. Bien entendu, si c'est nécessaire. Étape 2. Alors, étape 2, faire les pommes. Pareil, si nécessaire. En général, cette étape de pomme, prise origine machine, qui n'est pas obligatoire, j'aurais pu le préciser parce que c'est vrai que j'ai mis si nécessaire, mais c'est pas forcément obligatoire, ça dépend des technologies des machines. Il y a certaines machines qui demandent à faire des prises d'origine machine quand on les a redémarrées en général, donc c'est pour qu'en fait elle retrouve son origine. Donc si la machine était en route, quand vous la prenez, en théorie, il n'y a pas de raison de faire les pommes. D'accord ?
Donc ça, la procédure pour effectuer les pommes, moi je ne vais pas l'expliquer ici, parce qu'elle est en fait elle est propre à chaque machine. Hein. Et pour simplifier un peu, pour résumer un peu, plus la machine est vieille et plus la procédure est entre guillemets compliquée, plus la machine est récente, plus elle est simple. Voilà. Ensuite, étape 3, transférer le programme dans la machine. Donc ça, c'est une étape qui n'est pas forcément nécessaire. Effectivement, si le programme est déjà dans la machine, dans la mémoire de la machine, il n'y a pas besoin de le transférer. Par contre, s'il n'a jamais été mis dans la machine, bah, effectivement, il faut le transférer. Alors, plusieurs procédures, hein, plusieurs moyens, surtout avec les nouvelles machines, par clé USB, par un PC relié via une prise réseau, par du Wi-Fi, même maintenant il y a des machines qui ont le Wi-Fi. Bon, plein de méthodes. Ça, je ne vais pas revenir dessus. Tout dépend de la manière dont vous travaillez dans votre atelier. Et bien entendu, chaque procédure pour le transfert est différente d'une machine à l'autre. Alors c'est surtout d'un directeur de commande à l'autre, hein, d'une marque de directeur de commande à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est une étape qui n'est à faire que si le programme n'est pas dans la mémoire de la machine. Voilà. Ensuite, étape 4 et étape 5, je les mets ensemble. J'ai mis étape 4, installer les outils dans la CN. Étape 5, jauger les outils. Alors ça, on pourrait effectivement inverser l'étape 4 et 5. Faire d'abord les jauges avant l'installation des outils si vous faites les jauges hors machine. Ça peut arriver. Hein. Vous savez que pour faire les jauges, donc je vais pas m'étendre dessus, mais vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez le faire les jauges outils en dehors de la machine, sur des bancs de jauge, ou bien directement sur la machine, soit de façon à l'ancienne, on va dire, en usinant un petit peu sur la pièce, en dressant et en chariotant pour un tour, en surfaçant pour le fraisage, ou bien si la machine est équipée d'un bras de mesure, bah là c'est encore mieux, on va le faire de façon automatique. Donc ça, ces étapes on est en inversion, hein. Et puis, inversion possible, et puis bien entendu, si nécessaire. Si les outils sont déjà dans la machine, ça ne sert absolument à rien de les démonter et de les remonter. Et de la même façon, s'ils ont déjà été jaugés et que vous êtes sûr, j'insiste bien, des jauges qu'il y a dans les valeurs indiquées, dans ce cas-là, c'est pas la peine de le refaire. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Identifier les outils nécessaires grâce au dossier de production, les contrats de phase, ou bien vous allez voir sur la FAO, ou encore mieux, moi je suggère, pour éviter les erreurs, hein, toujours vérifier un petit coup d'œil au programme. C'est le programme qui fera foi. Hein. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, parce que des fois les dossiers de production ne sont pas à jour. La FAO que vous consultez peut ne pas être à jour aussi. Donc pour être sûr de ne pas se tromper, on monte on vérifie dans le programme. Voilà. Ensuite, donc jauger les outils. Nécessaire de jauger, donc soit directement sur la machine, soit de les introduire si on les a mesurés sur un hors machine. Il existe plusieurs méthodes pour cela, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je reviens pas dessus. Petite astuce, alors ça je le suggère à tout le monde. Surtout quand vous êtes débutant ou en apprentissage, vous n'êtes pas forcément sûr des valeurs, et pour être sûr de ne pas trop vous tromper, jetez un petit coup d'œil, sortez votre réglet et vérifiez grosso modo la valeur des jauges outils. C'est-à-dire que si vous avez trouvé une longueur de 100 par exemple, pour un outil de fraisage, une longueur de 100 mm, et que quand vous mettez votre réglet vous êtes à 150 mm, dites-vous qu'il y a une grosse erreur. Si au réglet vous trouvez 101 ou 99, là c'est bon, vous risquez pas c'est sûrement une erreur due à votre mesure au réglet parce que c'est perfectible, et puis vous risquez surtout pas de cartonner la machine, d'avoir un accident avec la machine. Voilà, donc ça c'est important, hein. N'hésitez pas à mettre un petit coup de réglet quand vous en êtes à cette étape. Alors, étape 6, on va installer le porte-pièce. Donc, installer le porte-pièce pour la fabrication souhaitée. Là, je pense
aux morts, au type de mandrin que vous avez besoin. Hein. Si c'est un mandrin 3 morts, 4 morts pour un tour. Alors en général, le mandrin, on ne le démonte pas trop, c'est plus les morts qu'on va démonter. Mais les morts adaptés, morts durs, morts doux. Les morts durs, bah, y a un réglage à faire dessus pour la plupart des CN. Donc en fraisage, ben, est-ce qu'on a bien les taux de monter dessus? Est-ce que si on est sur un montage plus modulaire, etc. Donc ça dépend du dossier de fabrication ou alors vous demandez à votre supérieur. Une fois qu'on a installé le porte-pièce, on peut maintenant installer la pièce dans le porte-pièce en suivant les indications du contrat de phase. Voilà, là on en est à étape 7. Et maintenant, étape 8, on va devoir rentrer, calculer les valeurs de décalage. Alors, il vous faut introduire dans la machine les différentes valeurs de décalage. Pref, DEC, G54, G55, OP1, etc. etc. Quand je vous mets tous ces noms, c'est qu'en fonction des directeurs de commande que vous avez, ils ne les nomment pas tous de la même façon. Alors, grosso modo, à quoi ça sert? Parce que ça, c'est une étape qui est super importante et qu'il ne faut pas louper et qui est pour lequel, en général, les apprentis, ceux qui sont en apprentissage ou à l'école ou qui commencent à régler des CN ont le plus de mal. Ça sert à quoi? Grosso modo, hein, je vais résumer. Quand on fait un programme pour une machine, on a décidé, la personne qui a fait le programme a décidé où elle mettait son origine programme, l'origine de programmation de la pièce. Très souvent, c'est un point qui est situé sur la pièce ou sur le brut. D'accord? Par contre, la machine, elle ne le sait pas. Parce que ce point, d'une production à l'autre, bien évidemment, n'est pas au même endroit. Donc, concrètement, il va bouger sur la machine. Il ne sera jamais au même endroit. Donc ça, il faut le dire à la machine. Et comment on lui dit? Eh ben, on lui donne cette valeur, cette distance, ce décalage entre l'origine programme où vous avez décidé qu'il était et l'origine machine ou l'origine mesure de la machine. D'accord? La machine, elle a un origine machine, des fois on appelle ça un origine mesure, des fois, comment ils appellent ça chez d'autres fabricants, j'ai perdu le nom, mais si vous voulez, elle a un origine qu'elle connaît. Ça, c'est le sien. Elle sait où il est. C'est généralement, des fois, le point de changement d'outil, là où elle va changer son outil, elle se positionne à cet endroit-là. C'est un point de sécurité, c'est un point qui est dégagé, qui est loin du mandrin ou du mort. Et donc, la machine a besoin de connaître la distance entre cette origine machine et votre origine programme. Donc, ces fameux pref, DEC, G54, G55. Donc, ça sert à ça. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, des fois on le fait en 2 étapes, mais ça, si ça vous intéresse de mieux comprendre ça, je vous invite à regarder, j'ai fait une vidéo sur les pref, les DEC, les G54, qui explique un peu comment on les trouve, ces valeurs. Voilà, donc ça c'est une étape cruciale, hein. Faudra bien vérifier, faudra bien la faire, ou vérifier qu'elle est bonne, que les valeurs sont bonnes si elles ont déjà été faites. Ensuite, étape 9, on va devoir sélectionner le programme d'usinage, dire à la machine lequel on utilise, parce que dans sa mémoire, elle en a plusieurs. Elle ne peut pas deviner lequel vous allez devoir utiliser. Alors, donc ça c'est une étape chez NUM, ça s'appelle chargement programme courant. Chez Fanuc A, c'est memory, le mode memory justement, et puis on vérifie que le programme qui vient soit le bon. Sinon on va le chercher, on le sélectionne. Bon, chaque fabricant a sa procédure, mais ça reste toujours la même chose. Il faut bien dire à la machine lequel on utilise. Petite remarque, souvent quand on charge un programme par ordinateur, et ben alors chez NUM en tout cas, il se met d'office en programme actif, le programme courant, c'est-à-dire le programme actif, le programme courant, c'est celui qui va partir si vous faites un départ cycle. Si vous demandez départ cycle à la machine, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton vert pour lancer l'usinage, elle va prendre le programme actif, le programme courant, et parfois le fait de l'avoir chargé par ordinateur, ça le met actif d'office. Ça c'est chez NUM, après c'est pas forcément vrai, hein, méfiez-vous ça. Regardez bien comment fonctionne votre machine. Voilà. On en est à l'étape 9. Étape 10, alors là on rentre dans les étapes, vous voyez j'ai mis, qui ne sont pas obligatoires pour le coup.
On n'est pas obligé de le faire, mais moi je le suggère fortement, surtout pour vous, puisque vous êtes débutant. Donc on peut faire une simulation graphique du programme sans lancer l'usinage, ce qui nous permettra peut-être de voir des erreurs, des oublis. La plupart des machines récentes proposent un rendu 3D, alors que les autres ont un rendu 2D. Alors le rendu 3D c'est toujours mieux, parce que c'est vrai que c'est très visuel. Par contre, après quand on est habitué au rendu 2D, on craint pas, on sait même mieux, parce qu'on voit mieux vraiment les trajectoires d'usinage. On se rend mieux... Quand on est habitué à voir du 2D, honnêtement, on apprécie autant que le 3D, voire même plus. Donc, ce fait de simuler graphiquement, ça pourra déjà vous mettre vous déceler des erreurs, soit des erreurs de programmation dans le programme, ou même des problèmes des fois sur certaines machines. Ça va vous dire que vous êtes décelé un hors-course. Hein. Alors, un hors-course, il y a de fortes chances que du coup ça renvoie au fait que votre pref, votre deck soit pas bon, ou que les jauges soient pas bonnes. Donc ça pourra déjà vous déceler des petits problèmes. Alors, je mets bien attention, c'est pas parce qu'un programme est simulé graphiquement qu'il n'y a pas de risque de collision. Soyons bien clairs, hein, faites bien attention. Le programme y passe, mais après on n'est pas à l'abri de l'accident quand même. Hein. Alors, remarque aussi, certaines machines proposent un mode test. Ça, c'est chez NUM. Le mode chez NUM et sûrement sur d'autres, hein, mais je ne les connais pas tous. Il propose ce mode test, c'est-à-dire que grâce à ça, vous allez encore tester mieux le programme, c'est-à-dire la machine va se mettre en situation encore plus réelle que par rapport à la simulation graphique. Donc là, vous pourrez en plus déceler d'autres petits problèmes s'il y a des petits soucis soit sur votre programme, soit sur votre réglage machine. Voilà. Donc ça, pas obligatoire. Étape 10. Donc toujours une étape qui n'est pas obligatoire. Introduction de surépaisseur. Donc on peut avant d'usiner la première pièce, gonfler les correcteurs dynamiques, ou les usures d'outils, hein, suivant le fabricant que vous avez, le fabricant de machine. On effectue cette démarche si on ne peut pas se permettre d'obtenir la pièce mauvaise. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, vraiment, juste grosso modo à quoi ça sert, c'est que suivant la façon dont vous travaillez, imaginons que vous travaillez sur une série de 10 000 pièces et que c'est des petites pièces, des petits bruts en aluminium qui coûtent rien, on ne va pas s'embêter à mettre cette étape en place, on ne va pas introduire des surépaisseurs. C'est-à-dire qu'on va tout simplement lancer l'usinage, usiner la première pièce, récupérer la première pièce, faire nos mesures et nos contrôles sur la première pièce, et du coup adapter, corriger pour que la deuxième soit bonne. Et tant pis si la première passe au rebut, c'est pas un problème. Hein. Mais ça, c'est pas toujours le cas. Des fois, quand on travaille sur de la pièce unitaire ou à très forte valeur ajoutée, vous comprenez bien que il faut que la première soit bonne et tout de suite. Et du coup, là, on fait cette méthode, c'est-à-dire qu'on va gonfler les correcteurs dynamiques. Mais ça fait là aussi l'objet d'un cours, c'est d'une vidéo sur les corrections dynamiques qui explique comment on fait et pourquoi on le fait. Donc là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Étape 11, alors, test à vide. C'est un test qui consiste à lancer l'usinage, mais sans avoir installé la pièce. Donc du coup, il faudrait renlever la pièce, hein, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On utilise cette méthode en général si le temps d'usinage est court. Cela permet de détecter d'éventuelles collisions avec du coup la machine. Et je pense plutôt aux porte-pièces de la machine. Hein. Ça permet de voir certaines choses qu'on n'aurait pas vues de façon sur la simulation, etc. C'est toujours une sécurité de plus. Hein. Alors le test à vide, on va le faire effectivement si les cycles d'usinage sont courts. Maintenant, quand on est dans des cycles longs, plusieurs dizaines de minutes, non, là ça va être plus compliqué et on va peut-être pas pouvoir le faire. Mais si vous pouvez, faites-le, c'est une sécurité, hein, en plus, surtout pour vous qui êtes débutant. Alors là, l'étape 12, on ne peut pas y échapper, hein, maintenant on usine. Il faut maintenant usiner la première pièce en mode continu ou ligne par ligne. Hein, donc mode continu c'est chez NUM, les autres c'est memory, ligne par ligne c'est bloc à bloc. Ça dépend des habitudes de chacun. Voilà. Il faudra lors de cet usinage être très vigilant.
gérer les approches, hein. Alors bien avoir la main sur le potard, hein, l'accélérateur, hein. Je le redis toujours, vous pilotez une machine, hein. C'est comme quand vous conduisez un scooter ou je ne sais quoi. Quand on conduit, on ne discute pas avec le voisin qui est derrière, on ne tourne pas la tête, on est concentré sur la conduite. Et bien là c'est pareil, on a la main sur l'accélérateur et à tout moment on est capable de mettre l'accélérateur à 0 et du coup tout s'arrête, hein. Et on doit le gérer, c'est-à-dire que si on a peur, on est près des morts ou je ne sais quoi, ben on avance tout doucement. On va utiliser l'accélérateur pour avancer tout doucement. On va pouvoir utiliser les pages de la machine, les pages axes qui vous qui vous donnent des informations sur les distances qui restent à parcourir sur chacun des axes. Il faut utiliser tout ça, quoi. Faut être très concentré à ce moment-là. Pour la première pièce, ça demande beaucoup de concentration, hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a exécuté l'usinage et que du coup, bah, la première pièce est sortie, et ben là, dans ce cas-là, on peut passer à l'étape 13. Qu'est-ce qu'on va faire? On va contrôler, donc mesurer la première pièce et on va vérifier que les cotes soient conformes aux valeurs attendues, hein, au dessin de fabrication. Surtout qu'elles soient conformes. Alors là c'est pareil, je rentre pas dans les détails parce que ça va être l'objet d'un autre cours, correction dynamique, mesure, contrôle, cote max, cote min, cote moyenne. Faut connaître tout ça, hein. Là, l'idée, on va vérifier que vos cotes soient déjà dans la tolérance, compris entre la cote max et la cote min, et puis qu'on soit le plus près de la cote moyenne. Parce que je vous rappelle que nous, on va viser notre cote moyenne. En règle générale, il y a toujours des exceptions, mais c'est pas l'objet du cours, hein. Voilà. Alors après, j'ai mis sans démontage de la pièce ou bien sûr en poste de contrôle. Donc tout dépend, hein. Si vous avez en général choisi, vous savez, la méthode que je vous ai dit avec des surépaisseurs, on veut la première pièce bonne. Eh ben dans ce cas-là, il ne faudra surtout pas la démonter, votre pièce, hein. Il faut qu'elle reste dans la machine. Et toutes les mesures contrôle devront s'effectuer sur poste, sur machine. Après, si on peut se permettre de jeter la première pièce au rebut, bah dans ce cas-là, moi je vous suggère plutôt de la prendre dans vos mains tranquillement sur un poste de contrôle et d'être mieux installé que d'aller se casser le dos dans la machine. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bah maintenant on peut introduire nos corrections dynamiques, nos mesures d'outils, c'est-à-dire que vérifier ce qu'on a, en fait comparer ce qu'on a obtenu avec ce qu'on aurait aimé obtenir et du coup faire les corrections adaptées si nécessaire, s'il y a besoin de faire de la correction dynamique ou de l'usure d'outils. Voilà. Ça c'est l'étape 14. L'étape 15, eh ben, une fois qu'on a rentré nos corrections dynamiques, on réusine une nouvelle pièce et rien n'empêche on réusine une deuxième pièce, on revérifie au bout de la deuxième pièce si les corrections qu'on a apportées, ça a bien marché, parce que des fois on peut se tromper, hein. Et là du coup, bah, une fois qu'on a fait tout ça, on en arrive à l'étape 16, on peut lancer la fabrication en série. Voilà. Ça c'est... Allez, là on a lancé, la machine est réglée, on peut arrêter de transpirer et on peut relâcher la pression. Si c'est passé pour 2 pièces, normalement il n'y a pas de raison que ça passe pas pour d'autres pièces, hein. Donc là ça demande, quand on est à cette étape-là, on peut relâcher un peu, attends, je dis bien relâcher un peu, hein, notre attention. On n'a pas besoin d'être aussi bien concentré que lors du premier usinage. Voilà. Et enfin, étape 17, ben, je vous parle de suivi de production. La fabrication est lancée. Ben, il n'y a plus qu'à respecter maintenant les recommandations du service qualité, c'est-à-dire est-ce qu'on vérifie toutes les pièces, on mesure toutes les pièces, on les contrôle toutes, ou alors qu'une sur 5, sur 10, sur 15, est-ce qu'on mesure, contrôle toutes les cotes, est-ce qu'il y a une carte de contrôle à remplir, etc. Donc ça c'est le service qualité qui le dit, hein. Voilà, donc voilà pour les étapes d'une réglage d'une machine, hein. Rien d'autre à ajouter. Chaque étape après va faire l'objet d'un cours un peu plus particulier et un peu plus poussé, parce que oui, là j'ai résumé de façon simpliste ce qu'il fallait faire, mais n'oubliez jamais là tout ce que je viens de vous dire, ça sera valable pour toutes les machines. Ayez-le à l'esprit, ou gardez ce document avec vous quand vous êtes devant une
machines. Et c'est ce que je vous dis au début, c'est votre checklist. Vérifiez tout ça. Si vous respectez toutes ces étapes, que vous êtes bien carré avec toutes ces étapes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème. Et surtout, ça marche pour toutes les machines. Voilà, allez, au revoir.